Je sentais bien que notre départ était lourd de sens, comment dire, historique me semble excessif, mais ce départ avait quelque chose d'exceptionnel. Je comprenais bien qu'on fuyait les soldats allemands pour rejoindre des soldats britanniques, mais aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment ça a pu fonctionner. Il me paraît également utile d'attirer votre attention sur le fait que les pays que ces Juifs sont censés rejoindre occupent une position stratégique déterminante qui pourrait grandement influer sur le cours et l'issue de la guerre. De plus, comme ils ont séjourné dans votre pays et dans d'autres États européens, ces Juifs ont connaissance de nombreuses données stratégiques essentielles qu'ils n'hésiteront pas à transmettre à l'ennemi. Au cours de notre périple, le premier incident sérieux s'est produit à la frontière entre la Bulgarie et la Turquie. C'était le dernier endroit où les soldats allemands pouvaient nous atteindre, puisque la Turquie était, officiellement du moins, un pays neutre. Les Allemands sont montés dans le train, ont arrêté 3 garçons polonais et les ont fait descendre. D'après mes informations, ils ont été déportés à Auschwitz. Permettez-moi de vous faire remarquer qu'il serait plus approprié et plus efficace d'empêcher les Juifs de quitter votre pays et de les expédier dans des régions où ils seraient plus étroitement surveillés, comme la Pologne par exemple. Ce serait une manière d'écarter la menace qu'ils représentent et une bonne action envers le peuple arabe qui saura se montrer reconnaissant. Avec l'expression de ma considération distinguée, Amin al-Husseini, grand moufti de Jérusalem. Les Allemands ont déclaré que les Polonais et les autres passagers en provenance de Pologne n'étaient pas autorisés à voyager dans ce train. Mais les Roumains, comme moi, ont pu poursuivre le voyage parce qu'ils avaient un passeport avec un visa officiel. Le train qui emmène Uri Shalev en Palestine au printemps 1943 sera l'un des derniers convois d'enfants en provenance d'Europe de l'Est. Aujourd'hui encore, je me demande comment nous avons pu nous en sortir. C'était grâce à une chaîne de soutien qui impliquait beaucoup de personnes. Pour moi, cela relève toujours du miracle. La Bosnie-Herzégovine, un paradis oriental sur l'Adriatique, à en croire les actualités allemandes de l'époque. Près de la moitié des Bosniaques sont musulmans. Leur pays a été annexé par la Croatie fasciste et combat aux côtés des Allemands. Les musulmans bosniaques éprouvent de la sympathie pour l'Allemagne, car dans les Balkans, on est convaincu de la bienveillance des nazis à l'égard de l'islam. Cette situation permet au Moufti de prouver son utilité à ses amis berlinois, car l'image idyllique de la Bosnie est trompeuse. En effet, depuis l'occupation de la Yougoslavie, l'armée allemande se heurte à la résistance acharnée des partisans de Tito, surtout en Bosnie. Pour garder le contrôle de la région, des renforts sont nécessaires. En février 1943, Hitler ordonne la création d'une nouvelle division SS en Bosnie. Les officiers de Himmler lancent une campagne de recrutement parmi les Bosniaques. Il disait que si on s'engageait dans la SS, on aurait tout le nécessaire pour nous et nos familles. Beaucoup d'hommes se sont présentés pour protéger leurs femmes et leurs enfants, d'autant qu'il y avait énormément de chômage. C'est comme ça que j'ai entendu parler de la division Handschar. Amin al-Husseini participe à la création de la division musulmane SS Handschar, appelée ainsi en référence à une épée orientale. À cette occasion,
les nazis inventent le néologisme de musulgermain. Et Himmler décrète sur le champ que les musulmans des Balkans sont à classer parmi les peuples européens de race supérieure. Les recrues musulmanes jurent d'obéir jusqu'à la mort au commandant en chef allemand Adolf Hitler. L'unité comptera jusqu'à 20 000 hommes, des musulmans mais aussi des Allemands. Le grand moufti se déplacera personnellement en Bosnie pour jouer les recruteurs. L'état-major de la Waffen-SS voyait en lui la personnalité capable de galvaniser les musulmans et de les motiver pour combattre au nom de l'Allemagne. C'était une raison suffisante pour le soutenir de toutes les manières possibles. Le grand moufti était à l'évidence un antisémite de premier ordre. Et sa haine des Juifs s'accordait parfaitement avec l'idéologie nazie. En accord avec Himmler, Al-Husseini se charge de l'éducation philosophique et culturelle des soldats de la division Handschar. Sa mission, rapprocher le monde germanique et le monde arabe. Himmler va jusqu'à lui accorder des imams et des mollahs pour l'encadrement de la troupe. Le moufti les choisit personnellement et les forme dans une école spécifique. C'était une nouveauté. Dans la Wehrmacht, il y avait des aumôniers catholiques et protestants. Dans la Waffen-SS, en revanche, cela n'existait pas, à l'exception de la division Handschar. Là, il y avait des imams qui assuraient un encadrement religieux. Chers camarades, si l'amitié entre les musulmans et les Allemands s'est considérablement renforcée, c'est parce que le national-socialisme partage la vision du monde de l'islam à mains égards. Les points communs sont les suivants: le monothéisme et l'unité du pouvoir, l'islam comme force fondatrice d'un ordre, la lutte, la communauté, la famille et la descendance, le rapport aux juifs, la glorification du travail et de l'énergie créatrice. Bien entendu, les officiers SS méprisaient les imams. Ils les considéraient comme des moins que rien. Pour eux, un imam ne valait pas la moitié d'un soldat. Les vrais SS ressentaient comme une insulte que ces gens-là puissent porter le même uniforme qu'eux. Bien sûr, leur démarche était en général moins assurée que celle des officiers allemands.